Nouveau de vous retrouver dans le cadre d'entretien avec. Le 3 avril 2018, le sous-préfet de Wabane, dans le département du Lébi-Alem, région du sud-ouest, Chi Augustine Nana Ngam, a été enlevé pendant plusieurs heures. Grâce à une action combinée population, chef traditionnel et armée, ce chef de terre a été retrouvé dans la même soirée du 3 avril. Issa Tiron Bakari, le ministre de la Communication, entouré de quelques-uns de ses collègues du gouvernement et certains diplomates, ont brandi au monde entier 12 personnes étrangères, 5 Italiens et 7 Suisses présentés comme des otages. Pendant ce temps, l'ambassadeur des États-Unis a consulté des hommes politiques, des personnalités de la société civile, religieux, ONG, donc organisations non gouvernementales, organismes de défense des droits de l'homme. 3 faits qui s'opèrent autour du même sujet, la crise anglophone. Plus que jamais donc, des solutions à la dite crise sont urgemment attendues. Solutions sécuritaires pour faire tomber la tension, solutions sociopolitiques pour amener les acteurs autour de la table et permettre que la vie reprenne son cours normal avec en toile de fond le retour des réfugiés camerounais en majorité originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Localisés du côté du Nigeria, on parle d'un peu plus de 20 000 personnes à ce jour, selon un rapport publié par le Haut Commissariat des réfugiés fin mars 2018. Une situation complexe donc, d'autant plus que nous sommes en année électorale et le front de l'extrême nord qui occupe nos forces de défense n'est pas définitivement stabilisé. Dans ce programme, nous entendons donc mettre un accent sur la situation des déplacés internes et externes, celle des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, Mancho BBC et compagnie. On parlera aussi des conditions d'interpellation de Ayok Tabé et tout le gouvernement de la République autoproclamée de l'Ambazonie. Et l'invité de ce soir est donc une spécialiste des droits de l'homme, c'est son champ d'action. Il est étendu au niveau de l'Afrique centrale. N'allez surtout pas croire que c'est une mince affaire pour elle. Elle est lauréate de la première édition du prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit, directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Maximilienne Ngombe nous a de nouveau exprimé son amitié en acceptant notre invitation. Bonsoir, Madame Otodo. Bonsoir, c'est un plaisir renouvelé. Ah, bien sûr, nous sommes tout aussi honorés. Pour mieux apprécier le champ d'action et l'organisation du REDAC, je souhaite qu'on commence peut-être par un rappel, et je le dis, vous exercez en Afrique centrale, c'est-à-dire les 6 pays de la zone CEMAC. 8 pays de l'Afrique centrale. Les 8 pays de l'Afrique centrale, donc au-delà de la CEMAC. Ouais, au-delà de la CEMAC. Si on y ajoute la RD Congo, Oui. Et Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, sous-entendu qu'il y a la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, la RCA et le Tchad. Le Tchad. Le Congo Le Rwanda également. et le Burundi étant partis à la SADC. D'accord. Quel est votre mode opératoire? Mais notre mode opératoire, c'est simplement de faire des recherches, de recouper les informations et avec des relais communautaires. Et après, de vérifier. Et en même temps, après, de publier des rapports. Et à ce sujet, je voudrais dire que le rapport du réseau des défenseurs des droits humains sur les droits humains en Afrique centrale 2015-2017 va être présenté au public le 3 mai 2018 à Yaoundé. Ça s'intitule « Droits de l'homme à reculons en Afrique centrale ». Une coïncidence voulue ou alors avec la Journée internationale de la liberté de la presse? Ce n'est pas une coïncidence voulue, c'est justement parce que c'est la liberté internationale de la presse et que de plus en plus on voit très bien que les libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information, la connexion Internet et toutes les autres libertés, associations, réunions, sont un grand défi aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale. Et nous voulions marquer, n'est-ce pas, ce temps-là pour un peu interpeller tous les acteurs autour, n'est-ce pas, de ces libertés et de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans en Afrique centrale, avec des recommandations pertinentes et fortes. Votre déploiement au Cameroun, vous êtes sur toutes les 10 régions, vous êtes dans les départements, dans les arrondissements, comment est-ce que vous évoluez? Alors, le REDAC, son siège est à Douala, mais il y a un point focal dans tous les pays, on a ce qu'on appelle un point focal, et puis on a des membres dans des régions, donc
on a des relais, on a des organisations membres dans dans des villes. Et puis en même temps, moi en tant que directrice exécutive, j'ai l'obligation de faire la descente partout où il y a, n'est-ce pas, des violations graves et des crimes graves des droits humains. Donc j'ai l'obligation, dès qu'il y a des allégations, je suis obligée de descendre pour, n'est-ce pas, aller toucher du doigt ce qui se passe. Et lorsque vous lancez des alertes, êtes-vous compris par les divers acteurs, les pouvoirs publics, les institutions internationales, la diplomatie? Je pense que oui et non. Oui, dans la mesure où plusieurs de nos alertes, plusieurs de nos rapports, plusieurs de nos recommandations, plusieurs de nos communiqués sont pris en charge. Et n'est-ce pas souvent, même si on ne nous consulte pas, on voit quand même pas des actes qu'on a tenu compte de, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons donné comme piste de solutions. Non, parce que en Afrique centrale, et tout le temps je ne fais que le dire, nous sommes dans des pays très très particuliers, avec des gouvernements très particuliers, parce que l'alternance démocratique étant un problème véritable, ça pose aussi le problème d'un état de droit, parce qu'on estime que un état de droit, c'est quelque chose qui est progressif et que bon, il y a des moments où il ne faut pas toucher à la sécurité, il ne faut pas toucher à l'État, il ne faut pas toucher aux institutions parce que c'est les institutions qui doivent primer. Donc souvent, il y a un certain amalgame, surtout au niveau, n'est-ce pas, des gouvernements. Mais je pense qu'au niveau des organisations internationales et au niveau des représentations diplomatiques et des instances onusiennes et des instances de la régionale des droits de l'homme, je pense que nous avons une contribution à donner et je pense que c'est apprécié à juste titre. Au Cameroun, quels sont vos rapports avec le gouvernement? On a souvent vu le ministre de la Communication aller tout de go, hein, s'agissant entre autres du REDAC, mais de façon globale des organisations de défense des droits de l'homme. On a pu voir que Women Rights Watch a été pratiquement exclu du Cameroun. Quels sont les rapports que vous entretenez? Mais je crois que si on parle un peu du porte-parole du gouvernement, je pense qu'il doit avoir un problème particulier parce que, comme vous le savez, sa dernière sortie, c'était pour dire que c'est le REDAC qui donne des fausses informations aux organisations comme Amnesty, comme International Crisis, comme Human Rights Watch, qui font des rapports sur la base des informations fausses. Et par conséquent, le REDAC et tous les autres pays, d'autres organisations sont définitivement exclus, n'est-ce pas, du territoire camerounais. Alors, quand il avait dit ça, tout le monde sait très bien qu'Amnesty n'est pas au Cameroun, Human Rights Watch non plus, donc forcément, il parlait du REDAC. De l'autre côté, on voit très bien que chaque fois qu'il y a des exactions au Cameroun ou bien en Afrique centrale, tant que le REDAC n'a rien dit, c'est le même qui dit ben, on n'entend pas le REDAC. Alors il faut bien qu'on sache ce qu'on veut. On veut entendre le REDAC quand ça nous arrange. On ne veut pas l'entendre quand ça ne nous arrange pas. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que nous ne sommes pas soumis, n'est-ce pas, à une déontologie gouvernementale qui nous dit ou qui nous dicte de dire des choses quand ça les arrange. Nous disons des choses quand nous pensons qu'il faut les dire. Donc c'est pour cela que pour nous, c'est un non-événement. Mais normalement, je veux dire, il serait peut-être également appréciable lorsque des faits qui ne concernent pas systématiquement le gouvernement sont commis, qu'on puisse vous entendre de façon globale, non? D'accord. Alors, vous comptez parmi les personnalités de la société civile, notamment, et autres du monde politique, qui ont été reçus cette semaine. C'était le 3 par l'ambassadeur des États-Unis, dans le cadre d'une concertation en vue de trouver des solutions à la crise anglophone. Qui sont exactement les autres participants qui ont pris part? Alors d'abord, vous allez me permettre de ne pas m'étaler sur cette question-là parce que
c'est des concertations qui commencent seulement. Et nous avons été tous d'accord hier que nous allons parler franchement et que nous allons trouver ensemble des voies et moyens pour la sortie de la crise. Mais nous n'allons pas dévoiler ce que nous nous sommes dit, n'est-ce pas, autour de cette table ronde. C'était une table ronde. Alors, les autres personnalités, c'était le cardinal Toumi, c'était le professeur Dr Kamto, c'était le docteur Chemouta, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. C'était l'avocat détenu, ex-détenu, Félix Bala. C'était Madame Elisabeth, qui est de l'université des États-Unis, dont le campus est à Yaoundé. Et c'était également le ministre Grégoire Ouna. Et puis, il y avait le coordinateur, n'est-ce pas, des imams, des musulmans intègres du Cameroun. Et puis, bien entendu, sous la houlette de l'ambassadeur des États-Unis. Les autres, c'était les membres du staff de chaque participant. Du staff des États-Unis. Donc c'est vrai qu'on aurait pu aimer en savoir plus, hein, notamment sur au moins les points qui ont été abordés. C'était d'abord pour parler franchement, parce que chaque acteur qui était sur la table a vécu de près ou de loin, n'est-ce pas, ce que vous appelez la crise anglophone, mais que nous avons toujours dit c'est la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter des violences et panser les plaies? Voilà, grosso modo, ce qui était sur la table. Et chacun s'est exprimé. Je ne vais pas parler au nom du gouvernement parce que le professeur Grégoire Ouna s'est exprimé, nous nous sommes exprimés. Mais ce que nous avons tous ensemble constaté, c'est que nous sommes pessimistes, qu'il y a un problème et que nous sommes obligés de faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que nous sortions de là avant la fin de 2018. Alors, j'ai pu observer que dans le qualificatif de ces mouvements, vous avez tenu à distinguer la crise anglophone des mouvements sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est quoi le fondement de cette nuance-là? Parce que la crise anglophone, c'est comme si c'est péjoratif pour nous. C'est-à-dire que, oui, il y a des anglophones là-bas, battez-vous pour vos choses. Et vous là-bas aussi, battez. Non, on a un problème sociopolitique, c'est-à-dire qu'il y a la crise sociale grandissante et il y a la crise politique grandissante. Donc, quand je dis la crise sociale, vous voyez très bien que la répartition des richesses, la malgouvernance, c'est une crise sociale. C'est caractérisé par, n'est-ce pas, les grèves à répétition des enseignants, des étudiants, la grogne des avocats, la grogne des ménages qui n'arrivent plus à s'en sortir. De l'autre côté, il y a quand même que dans notre constitution, on aurait dû avoir la décentralisation depuis 20 ans. On ne l'a pas eu et nous payons le prix n'est-ce pas, de ces lenteurs-là. Donc c'est pour cela que pour nous, ce n'est pas une crise anglophone, c'est une crise sociopolitique dans les régions parce que ces deux régions, les frustrations ont été énormes, ils sont exacerbés et donc ils démontrent ça par diverses façons. Ça peut être des marches, ça peut être des grèves, ça peut être des casses. Comme je disais hier, quand on est jeune, on ne peut pas vous cataloguer, vous pouvez marcher, vous pouvez casser. C'est le propre des jeunes. Quand un jeune qui a de l'énergie et qui n'a pas d'avenir, quand il trouve un moyen d'aller manifester, il peut manifester pacifiquement comme il peut casser une voiture. Ça, nous avons été jeunes, c'est la fougue. Je ne pourrais plus le faire aujourd'hui, mais je l'ai fait quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans. Alors, on l'a observé, hein, il y a le secrétaire général du Commonwealth qui était déjà au Cameroun, qui est allé dans la région du Sud-Ouest à rencontrer des forces vives. On sait qu'au niveau de l'ambassade de France, il y a des concertations avec les différentes parties qui sont en cours. L'ambassade des États-Unis, on le confirme également. Peut-on dire que la médiation internationale est incontournable sur cette question-là?
Mais de toutes les façons, dans toutes les crises nationales, régionales et internationales, à partir du moment où nous avons des amis, des partenaires au développement et autres, toute crise, on ne peut pas ne pas mêler, n'est-ce pas, des médiations internationales. Maintenant, ce n'est pas la médiation internationale qui viendra résoudre les problèmes. La médiation internationale facilite, n'est-ce pas, la mise en place et puis identifie les acteurs parce qu'ils ont les moyens d'identifier les vrais acteurs. Parce que ça aussi, c'est un problème chez nous. Tout le monde est expert en tout et souvent même, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, eux, ils ont les moyens de savoir qui dit vrai et qui ne dit pas vrai parce que c'est aussi leur rôle hein, d'identifier les meilleurs acteurs. Et quand ils ont identifié les meilleurs acteurs, ils peuvent faciliter la mise en place, n'est-ce pas, des petites structures pour permettre un dialogue ensemble parce que, comme vous le savez très bien, depuis un moment, M. Dipita, c'est qu'il y a un côté ceux qui pensent qu'il y a des déstabilisateurs qui viennent je ne sais pas d'où, qui veulent absolument déstabiliser le pays, et d'autres qui pensent qu'il faut sauver le pays. Et donc, la haine, la violence, même verbale, a atteint, n'est-ce pas, des degrés tels. Il faut une oreille externe, il faut, n'est-ce pas, un certain recul qui peut vous mettre ensemble en vous disant, mais n'oubliez pas que vous êtes dans votre pays et que vous êtes les frères et que quel que soit ce que vous ressentez, vous êtes obligés demain ou après-demain de vivre ensemble. Donc je pense que cet œil externe est important quand la crise atteint, n'est-ce pas, ce degré. La seule chose, c'est que quand ils ont terminé de faire ce qu'ils ont à faire, c'est maintenant au Cameroun d'avoir l'intelligence de dire d'accord, on nous a identifiés, nous avons parlé franchement, voilà ce que nous avons mis sur la table, allons ensemble pour que ce que nous avons mis sur la table, que chacun laisse ses égos, que chacun les calculs politiciens, parce que vous savez très bien que les élections vont avoir lieu là en 2018, donc chacun se dit, il faut que je me place là, mais tout le monde n'est pas dans cette optique-là, et que l'intérêt général soit au centre, parce que si l'intérêt général est au centre, on sera dans un pays de paix et même les élections se passeront paisiblement. Et puis bon, peut-être que les institutions seront démocratiques pour que le meilleur gagne. Et pourtant, il y a une entité non négligeable dont on ne parle pas beaucoup et dont le rôle pourrait quand même être déterminant, la diaspora camerounaise. Il y a un certain nombre d'étrangers de ces zones, du moins de Camerounais de ces zones qui sont à l'étranger et effectivement qui le vivent d'une façon ou d'une autre. Mais on ne la sent pas associée à ces conciliambules, dans ces dialogues. Oui, non, mais pour le moment, il n'y a même pas de dialogue. D'accord. Il faut que ce soit bien clair. Parce qu'en réalité, on n'est pas encore en train de s'entendre qu'est-ce qu'on veut. Nous, on a dit, tout le monde dit dialogue, nous on pense qu'on n'est plus au stade du dialogue. C'est fini ça. Le dialogue, c'était après 2016. Là, on est au stade de forum, réconciliation et vérité. Parce que les choses se sont trop envenimées. Ce n'est plus une question de dialogue. Là. À l'époque, c'était le dialogue parce qu'il n'y avait pas encore ce genre de violence où on voit les gendarmes égorgés, où on ne sait pas qui fait, est-ce que c'est les sécessionnistes, ou bien on embastit des gens depuis janvier, on ne sait pas s'ils sont en vie, ils ne sont pas en vie. Donc, on ne peut plus parler de dialogue. Il faut qu'il y ait, on peut appeler ça forum, on peut appeler ça consultation, je ne sais pas, mais pour nous, c'est forum, réconciliation et vérité pour penser les plaies, parce que les plaies sont béantes. Donc, pour le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des consultations pour d'abord identifier les acteurs capables de se ressaisir, d'être calmes, parce qu'il faudrait bien que les gens soient calmes, avec du recul, et que chacun, dans son champ d'action, apporte, n'est-ce pas, des éléments des éléments concrets, n'est-ce pas, pour faire avancer et non pour des invectives que, bon, si tu n'avais pas fait ceci, ça n'avait pas se passé comme ça. On n'est plus à ce stade-là. On est à un stade où les faits sont là. Il faut désamorcer la bombe. Tout à fait. Donc, je pense que la diaspora camerounaise... Alors, la diaspora camerounaise a un problème parce que le gouvernement a sa diaspora.
Et la diaspora aussi s'organise comme un contre-pouvoir. Et donc, au niveau de la diaspora, pour le peu que je sache, c'est que la diaspora que le gouvernement a créée ou bien qu'il entretient ne veut pas se mettre avec la diaspora qui se dit les problèmes du Cameroun sont nos problèmes et il faut qu'on les résolve de façon, n'est-ce pas, sociale, politique et autres. La diaspora du gouvernement veut accompagner le gouvernement et le président de la République dans toutes les actions qu'il entreprend, même si ce sont les actions qui peuvent, n'est-ce pas, nuire à un état de droit ou bien à la démocratie. Donc, ça aussi, le moment viendra où on se rapprochera de cette diaspora-là pour que chacun des représentants puisse être associé, n'est-ce pas, à ces consultations-là pour venir d'abord dire, parce que par exemple hier, on a parlé franchement, il n'y avait pas de tabou. Chacun a dit ce qu'il ressentait, donc pour venir dire d'abord ce qu'il ressent, quand on a dit ça, on cerne des problèmes et on saura que quand on sera assis, ben voilà les tendances qui seront. Mais je pense qu'ils ne seront pas exclus, mais il faut qu'on admette aussi qu'il n'y a pas une diaspora. Alors il n'y a pas la diaspora. Parce que c'est ça aussi. Quand on peut dire que il y a les diasporas. Il y a deux diasporas. Il y a plusieurs dissonants. Il y a deux diasporas. Okay. Il n'y a pas une diaspora, il y a deux diasporas. Il y a une diaspora pro-gouvernementale qui est prête à accompagner le gouvernement et autres. J'ai encore regardé un peu ça à la télé l'autre jour. Et qui veut faire des choses à Douala, ce qui est très bien. Sauf que on ne peut pas faire les choses à Douala sans tenir compte du mal-être des populations. Si tu fais une belle ville alors que des gens n'ont pas d'emploi, alors que des gens n'ont même pas où habiter, je vous assure que le lendemain, ça va être les doigts et on va casser tout ça. Donc, et il y a une diaspora qui se dit, réglons les problèmes sociopolitiques et même les problèmes politiques. Je vais peut-être prendre ça, mais ce n'est pas l'objet, la double nationalité. Pourquoi on m'interdit de venir parler de mon pays simplement parce que moi, j'ai un passeport français et camerounais, alors que certains qui ont les mêmes passeports, parce qu'ils supportent le gouvernement, peuvent venir parler de ces problèmes-là. Voilà le genre de crispation, le genre de frustration qu'il faudra mettre sur la table. Est-ce qu'on est diaspora responsable du Cameroun parce qu'on supporte le gouvernement avec tout ce que cela comporte, même si on a la double nationalité, ou alors on est diaspora parce qu'on est diaspora. Et que, de ce point de vue, chacun a son point de vue. Dans la même mouvance, il y a d'autres entités encore plus impliquées. Mancho BBC et tous ceux qui ont été pris à embarquer avec lui. D'une part, il y a Ayok Tabé, évidemment, son gouvernement de la République autoproclamée de l'Ambazonie. Est-ce que cette plateforme d'échange intègre ces personnes-là? Est-ce qu'il y a un moyen d'écoute pour recueillir également leurs sentiments, leurs suggestions, en vue, pour être certain que, éventuellement, les solutions qui sortiront auront au moins l'unanimité de tous ceux qui sont concernés? D'abord, je continue à dire qu'il n'y a pas encore une plateforme de consultation. Il y a des consultations, comment on appelle ça, informelles. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas une plateforme de consultation formelle qui a été mise en place. Mais revenons à BBC et à compagnie. Vous le savez, la position du REDAC, nous avons clairement dit, et nous observons le procès, qu'il faut qu'on libère, n'est-ce pas, BBC et les jeunes. Parce que quand on dit et compagnie, et je l'ai toujours dit ici, et je l'ai dit hier encore, les jeunes qui sont arrêtés dans le cadre de cette crise-là, le moyen d'âge, c'est 18 à 24 ans. C'est quand même le fer de lance. Jusqu'à présent, j'ai la faiblesse de croire que ces jeunes-là sont vraiment des terroristes sécessionnistes. J'ai la faiblesse de croire. De toutes les façons, jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves matérielles qui m'enlèvent cette faiblesse-là. Alors, pourquoi ils sont en prison? 1000 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, vous les mettez dans les prisons qui sont déjà pléthoriques, des conditions de détention abominables. Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, vraiment,
nous pensons que, et on en parle hein, dans nos consultations, une des solutions qu'on préconise là-bas, c'est que quand il y aura peut-être la consultation, que ces personnes-là soient purement et librement relaxées. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour les cas d'Ayouk Tabé, parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Les Ayouk et les BBC ne sont pas arrêtés au même moment. C'est deux épisodes différents. Le fait que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, ne publie pas la liste, laisse quand même un goût amer par rapport à cela. Et quand je sais que nous, on a pu avoir la liste, et quand on regarde sur cette liste, on voit que ce qu'ils appellent le gouvernement d'Ambazonie, il y a peut-être 5 personnes qui ont 40 et 50 ans. Et puis on peut penser que, bon, c'est très bien, peut-être qu'ils veulent le pouvoir. Le reste, c'est 24 ans aussi, 23 ans. Là encore, j'ai la faiblesse de croire, M. Dipita, que ces jeunes-là qu'on a embarqués comme ça, qui peut-être étaient des réfugiés là-bas, radicalisés là-bas, peut-être parce qu'ils cherchaient à manger, qu'on embarque comme ça et qu'on présente aux gens, on a arrêté tout le gouvernement d'Ambazonie. Je dis, ça aussi, ça ne donne pas matière, n'est-ce pas, à gérer et à régler le problème. Et à côté de cela, il y a une élite, vous n'avez pas parlé de ça, il y a une élite qui, avec tout un cynisme intellectuel, sans même connaître, sans même savoir de quoi elle parle, s'est engouffrée à faire croire à la population que les personnes qu'on a arrêtées là, c'est elles qu'on devait arrêter pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix. Depuis qu'on les a arrêtés et qu'on n'a pas publié les listes, on peut faire le bilan des soldats égorgés, des administrateurs enlevés, des rançons payées, des écoles brûlées, des édifices. Alors, à qui profite le crime pour tout ce monde-là qui pense que tous les matins sont obligés de revenir sur les plateaux et de dire des incongruités? La situation est très grave et il ne faut pas jouer avec ça. La première chose à faire, c'est de dire au peuple camerounais de publier la liste des personnes qui ont été arrêtées au Nigeria. Encore que là, comme on l'avait dit, le REDAC et le REDAC l'avait dit, le Cameroun, l'État du Cameroun, l'État du Nigeria se sont mis clairement à l'écart, n'est-ce pas, des conventions internationales sur les questions des demandeurs d'asile. J'ai entendu un avocat que je respecte qui a dit sur un plateau qu'il demande au procureur d'ouvrir une enquête me concernant. Alors, je voudrais profiter de ce plateau pour dire qu'un avocat, son rôle, c'est de me protéger si l'État me poursuit. Ce n'est pas à lui de demander d'ouvrir une enquête contre moi. Et pour le moment, ce qu'on voudrait, c'est que ce qu'on a dit, qu'on nous démontre que ce n'était pas vrai. Le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le HCR, avait clairement dit, écrit au gouvernement du Nigeria en leur disant, ces personnes-là ont demandé, n'est-ce pas, l'asile au Nigeria. Nous sommes en train d'examiner leur dossier. Et l'État du Nigeria avait donné toutes les certitudes qu'ils ne seront pas extradés tant que leur demande les demandes ne sont pas abouties, c'est-à-dire au compte. Si c'est compte, bon, ok, ça veut dire que bon, on vous a débouté, là vous êtes maintenant entre les mains de votre justice. Ça n'a pas été, ils ne sont pas allés au fond. Et cette lettre-là existe. Vous l'avez eue, tout le monde l'a eue. Alors, donc, quand on dit que l'État du Cameroun, l'État du Nigeria sont mis en marge des conventions internationales, c'est que le Haut Commissariat explique ça explique cela au monde entier en disant que là, nous pensons qu'ils ont outrepassé notre mandat et ça peut faire
un objet de tension des tensions diplomatiques entre les instruments internationaux et, n'est-ce pas, les pays membres qui les ont ratifiés librement. Alors, vous disiez que vous avez quand même la liste. Oui. Finalement, c'est combien de personnes qui sont concernées? D'abord, dans le cas de Ayouk Tabé. Dans le cas d'Ayouk Tabé, il y a 47. Et après, on est allé prendre 30 autres personnes. Dans ce même cadre, parce que quand on les a amenés ici, on a recoupé des informations en disant qu'il y en a d'autres ici au pays qui étaient en complicité avec eux et qui discutaient avec eux pour, n'est-ce pas, former des milices et autres. Donc, on est allé au sud-ouest, nord-ouest, on les a pris. Donc, dans le cadre de cette arrestation, il y a à peu près 73 personnes. Alors, vous le dites, et ça c'est une information, qui n'avaient pas encore de statut définitif au Nigeria, puisque leur demande était en étude. Oui. Bon, malheureusement, vous n'avez pas vos notes. J'aurais certainement pu vous demander des noms. Hein. On aurait eu le temps d'en donner quelques-uns, tout au moins pour la gouverne. C'est vrai. Mais à ce stade de la procédure, vous y voyez un peu clair. Les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, vous confirmez ce qui a déjà été compté jusqu'à présent? Une réunion dans une salle, dans un hôtel, on les a débarqués, on les a interpellés, ils ont été mis dans l'avion, retour à Yaoundé. Où sont-ils? À quel stade se situe la procédure? Je présume que c'est le tribunal militaire qui devrait s'en occuper. Concrètement, que peut-on dire de cette affaire aujourd'hui, l'affaire Ayouk Tabé et compagnie? Je souhaite que vous invitez, monsieur le porte-parole, le ministre de la Communication, qu'il vienne nous dire. Ou alors le ministre de la Justice. Non, mais il ne faut pas... Ce n'est pas à une organisation de défense des droits de l'homme de dire au peuple camerounais où sont ceux qu'on dit... Où sont ceux qu'on dit, s'il vous plaît, où sont ceux qu'on dit qu'ils déstabilisent le pays. Si nous sommes... Il faut être cohérent envers nous-mêmes. Le gouvernement du Cameroun, par son porte-parole, dit qu'il y a des sécessionnistes qui veulent à tout prix qu'il y ait deux États et qu'on a mis main sur eux. Très bien. Le peuple camerounais ne peut que dire bravo. Ils sont où? Dans quelle prison? Quelle est la procédure? Qu'est-ce que nous, le peuple, on peut dire? S'ils ont fait du mal à mes enfants, comment moi, à qui est-ce que je peux aller je vais aller voir qui pour déposer aussi mes plaintes? Mais ce n'est pas à nous. Nous avons fait notre travail. Notre travail était de dire qu'ils sont là. Il l'a confirmé. Nous avons pu obtenir notre liste par nos moyens. Nous mettons la liste à la disposition, n'est-ce pas, des journalistes autres. Et ce que j'ai même remarqué, c'est qu'aucun journaliste n'a pris le courage, n'est-ce pas, de publier cette liste. Vous savez également qu'il ne s'agit pas systématiquement de courage. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'on leur a dit, vous publiez, vous aurez un problème? Ou alors, ce n'est pas vrai. Mais si on est dans la lutte, vous vous rappelez, monsieur Dipita, que je disais ici, quand on était dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas fini. Il y a des choses qui se sont passées hier. Et vraiment, c'est l'occasion de dire que ce n'est pas possible. On y revient, on finit avec le cas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un acte de bravoure. Et après, on ne vous montre pas ces sécessionnistes-là qui vraiment ne veulent plus du... C'est quand même... Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'anormal et même vous êtes dans le soupçon systématique ou alors vous avez des éléments factuels qui permettent d'illustrer... D'illustrer quoi? Ils sont là ou pas? Ce n'est pas moi qui ai dit. Le porte-parole vous l'a dit qu'ils étaient là. Donc vous doutez encore de leur présence? Je ne doute pas. Je dis simplement que nous attendons qu'on nous montre là où ils sont. D'abord parce qu'il faut que les organisations de défense des droits humains ont l'obligation, et c'est leur devoir et leur droit, de rendre visite aux prisonniers pour aller regarder les conditions de détention. Vous avez entamé les démarches dans ce sens? Les avocats qui ont entamé les démarches en ce sens ont été déboutés. Donc, d'ailleurs, on ne peut même pas, parce que nous sommes persona non grata, vous savez, on l'a dit. Interdit d'accès au bureau. Ouais, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
on peut ironiser ça comme ça, mais c'est grave. Parce que là-dedans, il y a des dames, il y a des femmes avec des enfants. Combien de femmes environ? Il y a au moins 4 femmes avec des petits-enfants. Il y a des jeunes enfants qui ont leur maman, des enfants de 18 ans, 20 ans et autres. Moi, j'ai des enfants de 18 ans, 20 ans. Vous imaginez qu'on prenne mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant, et tout ce monde-là, ils ont les enfants. On n'a pas dit que ce ne sont pas les terroristes ou c'est tout ce qu'ils veulent, mais la moindre des choses, c'est que, ok, monsieur et madame, votre enfant est ici, venez lui donner à manger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous m'avez posé la question, ils ont dit qu'on était dans un hôtel. Non. Certains étaient dans l'hôtel. Les ténors étaient à l'hôtel. Ces jeunes-là, dont je vous parle, certains disent qu'ils étaient dans un camp d'entraînement avec des armes et tout ça. C'est là-bas qu'on est allé. Mais personne n'a jamais vérifié. Nous n'avons pas pu vérifier. Mais ce que nous nous posons comme question, c'est que ces jeunes-là, ils sont au moins 30 qui n'ont que de 18 à 25 ans. Je ne fais que vous dire. On est allé les arrêter dans un camp d'entraînement et qui les entraînait. Dans tous les cas, la querelle de questions reste en instance. Je reviens sur l'autre cas et pour lequel vous êtes également très en alerte, si je peux le dire ainsi, le cas de Manche BBC. En principe, le verdict doit être donné le 13 avril. Un procès que vous avez suivi de bout en bout. Tout à fait. Êtes-vous confiante? Non, je ne suis pas confiante parce que je connais, pour avoir suivi beaucoup de dossiers, je connais un peu la justice camerounaise. La justice camerounaise n'est plus fiable, il faut le dire. Malheureusement, c'est la triste vérité. Pourquoi? On fera peut-être un jour les états généraux de la justice et on en parlera. La justice camerounaise, sur des questions telles que, surtout la justice camerounaise au niveau du tribunal militaire aujourd'hui, qui traite des questions relatives, n'est-ce pas, à la loi antiterroriste, rébellion, sécessionniste, tout ce que vous voulez, terroriste, vous êtes sûr que vous ne vous en sortez pas. Il faudrait absolument que le chef de l'État dise qu'il faut arrêter cela. Donc, je ne suis pas confiante, mais je crois plutôt à la mobilisation nationale, régionale, internationale, qui a démontré que c'est des procès iniques, c'est des procès sans objet. Et donc, je crois à cela et que peut-être cette mobilisation peut, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, une quelconque solution pour qu'il soit libéré. Mais ça sera seulement une pression auprès du président. Mais je ne crois pas, je ne suis pas confiante à la justice camerounaise. Quand vous dites, vous avez le sentiment que la phase judiciaire va donner son verdict, ils seront condamnés et le président va peut-être sortir la pièce de la grâce présidentielle. De toutes les façons, ils sont condamnés depuis. Okay. À partir du moment où, quand le commissaire du gouvernement, M. Zé, le premier jour, il avait clairement dit devant la barre, et j'étais présente, qu'il demande à la collégialité de les condamner conformément à l'article 2 alinéa 1 de la loi antiterroriste. Ce qui est son rôle, hein, je veux dire qu'en tant ce qui est la peine de mort. En tant que défenseur des intérêts de l'État pour ce procès. Non, il peut pas. C'est pas parce que vous êtes, vous avez. Il revient aux avocats de démontrer le contraire et certainement au président du tribunal. Il revient au procureur de démontrer pourquoi ils doivent être condamnés. Il n'y avait pas de pièce qui devait démontrer être condamné. On est là avec Bibixi, mais on est aussi, on va y arriver peut-être autre chose, où les jeunes ont été, ils ont été confirmés 10 ans de... Il y a d'autres cas? Mais il y a au moins 10, il y a pas seulement au niveau du tribunal militaire à Yaoundé,
Il y a des jeunes, il y a des femmes au tribunal militaire de Buea, de Bamenda, de Bafoussam, mais c'est ce qu'on ne fait que dire depuis, qu'on fait comme si il n'y a que 6 personnes qui sont arrêtées dans le cadre de cette crise-là. Il y a au moins 1000 personnes dans les geôles du Cameroun aujourd'hui. Et comme je dis, 80% sont des jeunes qui ont 18 et 24 ans, qui sont à Bafoussam, à Bamenda, et il y a des femmes, il y a des jeunes filles. Donc, il faut pas croire. Et toutes et tous sont sur le... C'est-à-dire, c'est comme si les commissaires du gouvernement se sont passés le mot. Ben, c'est la rébellion, c'est la sécession, c'est l'atteinte à l'autorité de l'État. Tout ce que vraiment, on se croirait devant des cours, je ne sais pas, une cour martiale qui est en train de juger peut-être des militaires qui ont pris les armes pour, n'est-ce pas, peut-être faire un coup de taille et qui ont peut-être échoué. Quand vous êtes à ces procès-là, vous avez l'impression que vous êtes devant une cour martiale qui est en train de juger des militaires qui ont pris les armes et qui ont peut-être échoué à évincer un chef de l'État. C'est inouï. Alors, je retiens essentiellement que dans le cadre de vos rencontres informelles avec les forces vives et la diplomatie qui séjournent au Cameroun, pour l'instant, les acteurs principaux incarcérés n'ont pas encore été approchés. Parlons toujours de cette crise. Quel est l'état des lieux que vous, au niveau du REDAC, de façon globale maintenant, quel est l'état des lieux que vous en faites? Mais l'état des lieux que nous faisons est catastrophique. D'abord sur le plan, n'est-ce pas, des arrestations et détentions arbitraires. Ensuite, sur les réfugiés et les déplacés internes, peut-être qu'on en parlera, et la façon dont le silence de toute l'élite autour, n'est-ce pas, de ces déplacés internes-là et de ces réfugiés qui n'ont pas de conditions de vie assez décentes, qui en même temps, on ne sait pas s'ils reviendront, et ils vont par exemple au Nigeria, qu'est-ce qu'ils vont devenir là-bas? Des criminels, se radicaliser, et est-ce qu'ils pourront revenir au Cameroun? On va perdre comme ça 30 000 de nos compatriotes parce que nous n'avons pas pu gérer le problème. Voilà un peu la deuxième chose, c'est quand même aussi voir la façon avec laquelle on a banalisé la mort de nos soldats. Ça, c'est quelque chose de... J'ai dit, quelqu'un m'a dit, mais vous n'en parlez pas. Mais je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Quand on est dans une situation aussi, qu'on a banalisé comme ça, qu'on égorge une jeune dame, soldat, enceinte, mais il faut se taire. Devant ce genre de peine, il faut se taire et commencer à trouver des solutions assez claires et assez concrètes pour que... Il faut pas on parle de ça de façon banale comme si c'est pas possible. Donc c'est tout ça, voilà notre état de lieu et on dit la situation est assez catastrophique. On a atteint, le point de non-retour et si on ne fait pas attention, on va frôler la catastrophe et nous tous, nous allons payer le prix. Alors vous avez égrené un certain nombre d'éléments. Commençons peut-être par les déplacés internes. Vous les évaluez environ à combien? Les déplacés internes, ça veut certainement dire qu'ils sont partis de leur zone de domiciliation normale pour l'intérieur du pays, les autres villes. Quelles sont les villes les plus concernées, les plus absorbantes, si je peux le dire ainsi, qui accueillent le plus grand nombre de personnes? Comment est-ce que ces personnes sont encadrées dans ces villes où elles arrivent? Est-ce que les familles réussissent à les contenir? Est-ce qu'il y a un dispositif au niveau peut-être des pouvoirs publics qui les accueillent? Quel est l'état des lieux également là que vous en faites pour ces personnes déplacées internes? Je vais vous dire, et j'ai vu que les gens n'en parlent pas, les déplacés internes, ils se concentrent à Douala, en Banga, dans le Mungo, et souvent c'est des jeunes enfants, des jeunes filles de 13-14 ans. J'ai rencontré certaines dans nos bureaux. J'ai rencontré certains, on m'a dit, ben, il faut que vous veniez. Donc vous voyez, une jeune fille, ses parents lui disent, nous sommes en train d'aller au Nigeria. Allez, va à Douala, voilà le numéro de téléphone. Quand tu es au niveau du rond-point, appelle, on vient te chercher. Une jeune fille de 13 ans, 14 ans, elle arrive
au rond-point, M. Dipita, elle appelle la personne qui vient la chercher, elle ne sait pas où elle va. Avec tout ce que nous subissons aujourd'hui. Et ça, c'est la conséquence de quoi? Si vous, parce que les gens ne font même pas le lien avec tout ce que nous entendons comme enlèvement d'enfants, abus sexuels. Parce que ce sont ces enfants-là que les parents disent, va te débrouiller là-bas, j'ai mon cousin là-bas qui a dit qu'il t'attend. Et quand il arrive, le cousin, peut-être le réseau dérangeait, peut-être le cousin se dit, mais je fais quoi là-bas? Et puis elle commence à errer. Et tous les prédateurs qui rôdent autour, ce sont ces enfants-là qui subissent des abus sexuels, qui subissent, n'est-ce pas, tous les traitements inhumains, qui deviennent des esclaves, qui vendent des tomates, qui sont au marché Sandaga et autres de nos enfants. Je le dis parce que c'est des choses que nous avons enquêtées. C'est au niveau des déplacés internes. Les déplacés internes sont plus des enfants que des familles. Les familles vont plus au Nigeria parce que c'est plus facile de traverser. Mais ils envoient leurs enfants ici, à Douala, à Mbaga et autres. Au moins 3 déplacés internes des enfants, au moins 300 qui errent là-dedans les villes où nous sommes là. Et au moins 100 ont subi, n'est-ce pas, des traitements inhumains, des violences, les abus sexuels et autres. Donc voilà pour les déplacés internes. Et je dis, la majorité, ce sont les enfants. Par rapport aux réfugiés, vous voyez, nous sommes déjà dans des problèmes avec la secte terroriste Boko Haram qui vient du Nigeria. Nous avons maintenant le front au niveau du nord et sud-ouest. Et donc, on traverse pour aller au Nigeria. Et c'est là-bas, c'est de là que se passent toutes les formes de radicalisation. On peut vous récupérer là-bas pour devenir terroriste de Boko Haram, membre de Boko Haram, ou alors on peut vous récupérer là-bas pour dire la République, parce qu'ils appellent le Cameroun, les Ambazoniens, entre guillemets, ils appellent le Cameroun la République vous utilise. Donc, venez là pour que nous ayons la République d'Ambazonie. Et donc, parce que les conditions, là encore, on a laissé ces réfugiés comme s'ils étaient coupables de quelque chose. C'est-à-dire, voilà la réaction du gouvernement. Ils sont coupables de quoi? On ne sait pas. Les gens fuient l'armée, les frasques de l'armée, il faut le dire clairement, fuient, n'est-ce pas, les frasques des séparatistes. Moi, je dis que je ne les appelais pas les sécessionnistes, excusez-moi pour le peu, j'assume cela. Et ils sont abandonnés par l'État qui a l'obligation de les protéger. Quel est leur crime? Leur crime, c'est qu'on les soupçonne tous d'être de connivence avec les séparatistes qui veulent la partition du pays. Ils n'ont pas de l'eau potable. C'est vrai que nous-mêmes, ici, on n'en a pas, mais bon, c'est encore. Ils ne sont même pas encadrés. Ils sont délaissés. On sait même pas, on n'a même pas identifié les camps réellement pour dire que voilà le camp des Camerounais réfugiés ici. Non, c'est que débrouillez-vous. Et voilà le Cameroun qui perd, n'est-ce pas, son potentiel, ses populations, qui pourront revenir un jour sous forme de milices, bien organisées, pour dire que vous nous avez délaissés. Et on va encore dire, ah, c'est des gens qui veulent déstabiliser. Alors que ils ont pris la peine d'observer qu'ils sont marginalisés et que c'est une marginalisation systémique. Donc c'est le système qui les a marginalisés, alors qu'ils fuyaient seulement pour être à l'abri. Et donc, ils veulent leur part. Donc, voilà un peu la situation des réfugiés. Et ils laissent tout derrière eux. À même le sol, ils dorment. Ils traversent. Souvent, même, ils tombent sous les balles de ces séparatistes ou bien des forces de l'ordre. Et personne ne fait le moindre bilan en disant, mais peut-être c'est un réfugié qui est en train de fuir, en train de traverser, qu'on a tué. À la fin du mois, c'est un amalgame. Autour du 18, entre le 15 et le 20 mars, le Haut Commissariat pour les réfugiés les évalue exactement à 20 191.
Vous avez des chiffres relativement récents? Le 10e tour, non? Oui. C'est bon. Mais non. On continue. Je reprends la question. D'accord. Alors, entre le 15 et le 18 mars 2018, le Haut Commissariat pour les réfugiés les évalue environ à 20 191 Camerounais qui ont traversé et qui sont désormais considérés comme des réfugiés, notamment au Nigeria, parce qu'on ne sait pas encore si les autres pays également ont pu. À ce jour, y a-t-il les chiffres a certainement évolué? Avez-vous des chiffres récents ou alors une estimation? Le Haut Commissariat il dit très bien que c'est une estimation. Mais quand on discute avec le Haut Commissariat, on est dans les chiffres de 30 000. Sur le Nigeria. Sur le Nigeria. Ça veut dire qu'en termes de population, si on intègre les réfugiés et les déplacés internes, on peut avoisiner les 40, 50. Oui, 40. 40 000. 40 par là. Et seulement pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est énorme. C'est énorme. C'est une perte totale pour le Cameroun. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Dans un état de droit, dans un état où il y a des institutions qui marchent, on devrait mettre en place des structures pour les encadrer. Peut-être favoriser même les déplacements internes et mettre des centres, n'est-ce pas, d'accueil au niveau interne. Peut-être si, même, je donne des exemples comme ça, peut-être à la garnison en disant ces pavillons-là, ce n'est que pour ça, pour que la réinsertion sociale se fasse de façon tranquille, claire, pour permettre à ce que nous n'ayons pas cette perte-là. Parce que moi, en tout cas, nous au REDAC, on est assez pessimiste pour la durée, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous allons faire de ces réfugiés-là. Toujours sur le même champ, hein, et là, cette fois-là sur le champ d'opération, avez-vous pu identifier quand même les différents mouvements qui sont en conflit au niveau du sud-ouest et du nord-ouest? Ces mouvements qui mènent des opérations de guerre. Il y en a environ combien? Vous avez pu les identifier? Moi, je ne sais pas, il n'y a pas de mouvements qui mènent les opérations de guerre. Il y a des séparatistes qui se sont radicalisés. Il faut le dire aussi, après l'échec patent des autorités à s'obstiner à ne pas régler le problème de façon, concrète. Nous étions sur ce plateau-là, la veille du 1er octobre, où nous avons demandé, exhorté, qu'on ne tire pas. Donc, chez moi, dans mon village, on dit, ne regarde pas toujours là où tu es tombé, mais là où tu as glissé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit, si tu craches en l'air, sache que ça va te retomber sur le nez. Donc, il n'y a pas de mouvements qui sont en guerre. Il y a les séparatistes qui recrutent des jeunes parce que, ils disent que depuis qu'on a arrêté leurs frères, leurs sœurs et autres, ils n'ont pas de nouvelles. Pas seulement les Ayouk Tabé, hein, mais je veux dire que même ceux qui sont arrêtés depuis. Figurez-vous, monsieur Dipita, c'est souvent quand le REDAC sort une liste de personnes qui sont arrêtées autour de la crise, qu'on a des coups de téléphone des parents qui nous disent, et même des journalistes de Poste et autres qui nous disent, mais vous ne savez pas, vous avez fait beaucoup de bien aux parents. Certains pensaient que leurs enfants étaient décédés. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils sont ici, ils sont là-bas, ils vont pouvoir leur rendre visite. Donc il y a ce mouvement-là qui recrute parmi les jeunes, comme ça se passe partout. Quand les jeunes n'ont plus d'avenir, c'est là-bas qu'on va recruter. Et il y a en face l'option militaire, qui est quand même que, et là encore, il faut le dire,
les jeunes gendarmes qu'on envoie au front, là, n'ont pas été formés pour aller affronter, n'est-ce pas, une guerre. Et nous voyons aussi comment, alors après tu entends, mais ces gens-là font la magie. Voilà, nous sommes même rentrés dans le charlatanisme sur une question aussi grave que celle-là. Et on banalise ça. Hein, parce que quand on leur tire dessus, ils ne meurent pas, mais après c'est comme ça qu'ils nous tendent les embuscades. On sent très bien l'amateurisme avec lequel le gouvernement, même en prenant l'option militaire, s'est engouffré. Donc il n'y a pas de différents groupes il y a un groupe qui dit nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous nous donnez notre indépendance. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un autre groupe qui est la République qui dit le Cameroun est un et indivisible, ça ne va pas passer. Et je pense aussi que le Cameroun est un indivisible. On ne négocie pas la forme. Nous ne sommes pas en train de dire que le Cameroun on va avoir deux Camerouns, mais on dit par exemple que si on faisait le fédéralisme ou même la décentralisation telle que c'est mis dans la Constitution, peut-être que ça résoudrait des problèmes. C'est ça ce qu'on appelle les institutions fortes, les institutions démocratiques fortes, à la place des hommes forts. Nous avons des hommes forts à la place des institutions fortes. Donc, il n'y a pas de groupe. À côté de cela, comme toujours, il y a des profiteurs de deux camps qui sont des bandits. Et ça, ce ne sont pas des acteurs à la guerre de la partition ou de la non-partition. Mais c'est des bandits qui profitent toujours de ces deux solutions. Et je suis convaincu qu'ils ne sont pas seulement des séparatistes. Ils sont des deux camps. Quand on sait comment aussi l'affairisme avec lequel certaines de nos autorités se sont l'affairisme avec lequel ils se sont installés dans un affairisme bien qui ne dit pas son nom. Donc, il y a au milieu ceux-là qui, profitent un peu. Oui, bon, là-bas, peut-être aller enlever celui-là, après on va donner les rançons, et puis comme ça, vous allez nous donner nos 10 millions. Oui, parce que nous sommes assoiffés de millions. C'est-à-dire que nous sommes arrivés là. Les Camerounais, surtout ceux qui nous gouvernent, sont assoiffés de millions. Plus ils en ont, plus ils veulent en avoir. Et ils sont capables de tout pour les avoir, y compris de mettre le pays à feu à sang pour avoir des millions. Alors vous avez effectivement noté un élément sur lequel je voudrais un peu rebondir. On observe quand même que la tension reste assez forte. Dans le Ndjang, par exemple, pour ce qui est de la région du sud-ouest, au nord-ouest, Batibo, qui est... Est-ce que les autorités ont encore le pied à terre? Quand on observe les enlèvements des sous-préfets, même si on les relâche quelques minutes après, il y a un sous-préfet qui est encore porté disparu à ce jour, il y a un délégué régional du côté du nord-ouest des affaires sociales qu'on recherche. Est-ce que véritablement les populations, le gouvernement maîtrise encore ces zones, ou alors les populations n'ont-ils pas finalement adhéré au discours qui vient de l'autre côté? Oui, c'est clair. C'est-à-dire que le gouvernement a amené les populations à adhérer au discours. Il faut le dire clairement. Les gens, aujourd'hui, le gouvernement et les populations là-bas se regardent en chaîne de faïence. C'est l'ennemi. Ces populations n'ont-elles plus d'espoir? Oui. Elles se disent, elles ne sont plus, elles ne comptent plus dans les stratégies de développement. Parce que pour un rien, il suffit que quelqu'un dise là-bas que, bon, moi je vais dire aux autorités que tu as parlé hier avec les sécessionnistes, entre guillemets. Les autorités ne vont même pas chercher à savoir si c'est de la délation, si c'est ceci, c'est cela. Ben, on peut te buter ou alors on peut t'arrêter et puis tu es porté disparu. Donc ça fait quoi? Ça a créé une certaine crispation et puis les gens se sont... ils se sont dit, bon, maintenant on va créer notre propre sécurité en interne, on ne dit rien, on ferme nos bouches et puis démerdez-vous. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les gens aient le courage de le dire.
Et c'est ça qui est un problème. Les sous-préfets qui sont enlevés et revenus, à quel moment on nous dit qu'il nous les a remis? Mais est-ce qu'on nous a donné vraiment un bilan en disant c'est les sécessionnistes-là qui nous ont remis, n'est-ce pas, le sous-préfet là? Mais si, Donc vous doutez de ces enlèvements-là? Vous avez le sentiment que ce sont des opérations montées? Je doute pas de cela, mais je dis, il y a derrière ça aussi d'autres illustrations qu'on saura. On ne peut rien attendre. Parce que dans un pays normal, bien entendu qu'on dit qu'il y a des séparatistes qui nous enlèvent des gens. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a des séparatistes qui ont, n'est-ce pas, égorgé les soldats. Et là, je dis, c'est vraiment grave. Et c'est pour cela que permettez-moi de ne pas parler de ça, vraiment, de ne pas insister sur ça, parce que je ne peux pas, c'est pas un fait banal pour moi. Je ne veux pas banaliser ce genre d'acte. Un soldat, un militaire, un policier, pour moi, c'est l'incarnation de la protection d'un citoyen. Et le retrouver égorgé, pour moi, c'est au-delà de la guerre avec les séparatistes. C'est même de l'humiliation, même de ma personne en tant que moi, et même de l'État. Et c'est là que tu sens la démission totale de l'État. Parce qu'on ne peut pas aborder l'égorgement des gens qui doivent protéger des citoyens comme un acte banal. On devrait se taire. Et là, je demande à tous ceux qui abordent ça de façon banale de se taire. Ça, parce que c'est une humiliation, on doit considérer ça comme des humiliations personnelles, mais c'est aussi une humiliation de tout un peuple et c'est une humiliation d'un État qui a failli. Quand je l'ai dit, je dis les sous-préfets qu'on enlève hier et qu'on retrouve aujourd'hui, sans qu'on ne nous dise que c'est ici qu'on l'a retrouvé, ou alors les forces de l'ordre ont fait ce qu'ils avaient à faire ou de sécurité, ou alors on a négocié avec les ravisseurs qui est peut-être, on peut ne pas montrer les visages, mais on peut donner des bribes, des éléments. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que je n'irai pas dans le fond de la discussion d'hier, mais j'ai quand même dit que ça s'est passé et que chacun a parlé franchement. Donc on peut quand même dire ça au peuple. Comment vous pouvez penser que ça aussi, ça devient des actes banaux? Donc, on a enlevé quelqu'un hier, on l'a retrouvé aujourd'hui, il lui est porté disparu. Ça, c'est des faits divers, ça va devenir des faits divers. Donc, on trouve ça aussi comme un fait divers. Ok, salut. Et puis, le porte-parole va s'asseoir pour dire que grâce à la bravoure des chefs traditionnels, on l'a retrouvé. Et demain, quelqu'un d'autre est porté disparu. Non, non. Et je doute fort qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, comme quelqu'un avait dit à l'Assemblée nationale, que je ne vais pas citer ici, que Boko Haram est parmi nous. Et vous faites d'ailleurs la transition, où on a plus ou moins évacué la question liée à la crise anglophone. Et je sais également que vous avez beaucoup travaillé sur la question de Boko Haram. On avait pensé à un moment donné que le mal de ce côté avait plus ou moins été éradiqué, mais ces derniers jours, on a encore perdu un certain nombre de soldats, près d'une dizaine, avec tout ce que ça a comme conséquence au niveau de la famille, au niveau de l'État. Aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez sur cette guerre contre Boko Haram? Mais c'est parce que les gens n'écoutent pas. Ici, elle-même sur ce plateau, j'avais dit, cette histoire-là, qu'on veut faire croire aux gens que c'est fini là maintenant, Boko Haram c'est fini parce que tout le monde est concentré à la crise dite anglophone. Quand on va revenir par là, le bilan sera lourd. Il est lourd là. Et ce qu'on a vu là hier, c'est parce que les soldats sont tombés. Et les soldats qui ont fait tomber avant, on peut faire un peu, on peut donner les chiffres depuis que nous sommes concentrés, depuis 2016 que nous sommes concentrés au nord-ouest et sud-ouest. Est-ce qu'on peut donner les chiffres de la façon dont certains éléments de sécurité se sont comportés sur ce front-là, qui perdure de toutes les façons, qui perdure, avec tout ce que cela comporte comme vol de bétail,
comme déplacés aussi internes, comme réfugiés. Non, on ne peut pas donner des chiffres. Et donc, nous sommes là, en plein, avec deux crises qui vont nous amener dans la catastrophe si on ne se ressaisit pas vite. Donc, la situation au nord, à l'extrême nord est très, très difficile. Nous n'avons pas travaillé, on travaille là-dessus. On n'a pas documenté depuis un moment parce que, comme vous le savez, ceux qui ont suivi un peu la formation en sécurité, quand le gouvernement vous menace ouvertement, comme le porte-parole l'a dit ouvertement, que le REDAC est considéré comme une organisation ennemie, sécessionniste, terroriste, et qu'elle va être traitée comme telle, et si elle continue, elle va être exclue du champ du territoire national. Ceux qui ont suivi un peu la protection, on doit faire un peu le profil bas pour démontrer à tous ceux qui vous suivent, qui vous écoutent, que ce n'est pas ça l'objectif d'une association. L'objectif, n'est-ce pas, c'est d'encourager... On ne peut pas vous soupçonner d'en avoir après le gouvernement. On ne peut pas vous soupçonner de contribuer aux argumentaires des forces du mal. Les forces du mal, c'est d'encourager le Cameroun à respecter les engagements librement ratifiés au niveau régional et au niveau international. Très bien, nous sommes une force de mal. Pour revenir toujours à l'extrême nord, bon, vous venez de le dire, vous avez arrêté le suivi continu. Mais sur votre dernier rapport, par exemple, en termes de réfugiés, parce qu'il y avait également réfugiés déplacés, aussi bien camerounais d'ailleurs que nigériens et tout cela, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître quand même, contrairement à il y a deux ans ou un peu moins, les attaques ont considérablement baissé. Est-ce que les populations reviennent chez elles? Est-ce que les mouvements inverses sont en train de se faire? La vie reprend-elle? Oui. Il y a lieu d'espérer? Oui, oui. Nous ne sommes pas des gens qui... Nous ne sommes pas les non, 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 la poupée qui dit non tout le temps. Oui. D'abord, il y a beaucoup de réfugiés qui rentrent volontairement. Et moi, j'ai été associée avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ici à beaucoup de réflexions. Et la contribution il y a des gens, pour les apatridis, des gens qui n'ont pas de pays, les réfugiés, les déplacés internes. Et il y a beaucoup de forts. Mais il y a beaucoup de forts parce que les partenaires au développement ont ensemble mutualisé les efforts et mis les moyens. Ils ont contribué et ils avaient dit qu'ils vont aider le gouvernement du Cameroun qui a démontré sa volonté sur cette question-là à être un peu transparent sur les réfugiés au niveau du... Contrairement, et c'est ça qui est bizarre, parce que dans le nord-ouest et sud-ouest, c'est un mutisme total, alors que dans l'extrême nord, le gouvernement avait fait ce qu'il pouvait faire, mais le nombre était très, très élevé. Alors, c'est pour ça que nous, on ne comprend pas au REDAC. Comment ça se fait que ce mutisme-là, les réfugiés du nord-ouest et sud-ouest sont coupables de quoi? Quels sont les crimes qu'ils ont commis? Donc, il y a espoir et les populations reviennent, même les déplacés internes. Et même au niveau des tribunaux, au niveau du tribunal militaire, il y a beaucoup de personnes soupçonnées d'être des terroristes qu'on élargit. Il y a par exemple sur les villages de Magdémé et Doublé, les 47 qui étaient restés en prison, le tribunal les a élargis, sont sortis. Donc il y a cette volonté-là. Mais comme toujours, il n'y a pas de communication gouvernementale. On laisse les gens dans un flou tel que, bon, débrouillez-vous, chacun dit ce qu'il veut, y compris... et ils ont donné le bâton de pèlerinage aux griots qui sont à Douala et à Yaoundé dans les bureaux feutrés, de raconter les vies, alors qu'il y a quand même des petites choses qui se font. Et même, il y a certains réfugiés, même volontaires, qui sont partis en Centrafrique.
Donc, il y a des mouvements. Nous avons, avec notre collaborateur en Centrafrique, l'autre jour, il est dans la commission de retour des réfugiés. Donc, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui est fait. Sauf que le problème ne reste pas seulement les réfugiés, le problème reste sur la façon dont on doit aussi régler de façon globale la question de la lutte contre le terrorisme. Il n'est pas seulement militaire. Et donc, les autres aspects n'ont pas été intégrés. Et c'est là que ça va être difficile, n'est-ce pas, de sortir de là. Et c'est pour cela que nous pensons que ce que nous avons demandé comme forum Vérité et Réconciliation, ce n'était pas seulement par rapport au nord-ouest et sud-ouest. C'est parce que, global. Oui, parce que là-bas aussi... Forum global qui intègre tous les conflits, ou alors au-delà des conflits qui intègre tout le Cameroun. Qui intègre le Cameroun. Il y a les conflits déjà sociopolitiques, mais il y a aussi la société, le mal-être de la société. Donc une forme de conférence nationale, on y revient? Non, ce n'est pas une conférence nationale. Une conférence nationale n'est pas un forum Vérité et Réconciliation. Un forum Vérité et Réconciliation, ça veut dire qu'on identifie les acteurs, ils vont descendre sur le terrain par exemple, ils vont apporter des solutions concrètes et on va faire une sorte de comment on appelle ça, chacun va dire ce qu'il pense pour que, de thérapie, de groupe. Parce qu'on est arrivé à un point au Cameroun, M. Dipita, où il faudrait qu'on fasse une thérapie de groupe. Si on ne va pas dans ce sens-là, après la thérapie de groupe, il va y avoir là-dedans la justice, parce qu'il faut bien parler de l'impunité. On ne peut pas non plus être dans un état de droit et dire que tous ceux qui ont tué les gens là, qu'on va seulement juger les séparatistes et les soi-disant Boko Haram, et que les militaires qui ont commis des exactions contre les populations, eux, ils vont continuer à être des héros. Ça ne peut pas marcher. Ça va nous revenir même dans 20 ans. Donc, dans ce forum Vérité et Réconciliation, il y aura une forme de thérapie, il y aura une forme de justice. Ça peut être une justice transitionnelle. Ceux qui vont demander pardon, on va le laisser. Ceux qui vont... on va voir que, bon, là, c'était des crimes quand même assez graves. On ne peut pas non plus laisser comme ça. Vont avoir des sanctions à des différents niveaux. Et puis, vérité, c'est que, bon, on va dire maintenant, voilà, la forme de l'État qu'on va adopter. Voilà comment les gens qui peuvent être là-dedans. Voilà. Et puis, ça peut être, comment dire ça? On peut avoir des facilitateurs qui ne sont pas forcément les Camerounais, mais qui ne sont pas forcément les Blancs. Parce que quand on dit ça, on dit oui, mais c'est parce que les Blancs... Mais comme on a toujours dit, il y a les gens comme les Thabo Mbeki qui ont excellé dans la résolution des conflits. Il y a des gens comme les anciens présidents du Ghana. Il y a quand même le Christian Cardinal Toumi, et j'en passe, qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent faciliter cela. Et on ne peut pas, on ne peut pas faire l'économie de cela. Je vous le dis, si on fait l'économie de cela, si demain même les gens qui vont passer ici disent que j'ai encore dit, si on fait l'économie de cela, on va retomber dans le... J'ai peur que même les élections en 2019, ce soit le chaos, ce soit peut-être même une guerre civile généralisée. Ce n'est pas moi qui incite à la guerre civile, mais les éléments sont, les indices sont là. Et donc, nous avons des indices de la guerre civile, mais nous avons aussi les indices des solutions concrètes. C'est-à-dire que si on organise des élections cette année, on n'a pas le droit. Sera... On n'a pas le droit d'organiser les élections cette année. Ça, ça c'était, je l'ai dit, vous le savez, j'avais dit que 2018 pour moi, pour le REDAC, au niveau régional, parce que quand je parle du REDAC, savez-vous qu'il y a le conseil d'administration, donc il y a les points focaux, donc quand je parle là, c'est la voix de tout ce monde-là. 2018 devrait être une année de résolution de problèmes pour assainir la situation. Mais en même temps, je veux dire, on reproche au président Biya
de ne pas organiser un mécanisme de sa propre succession, d'alternance. On dit qu'il a confisqué le système électoral. Et maintenant que vient l'année où il va permettre aux Camerounais de faire un nouveau choix, on nous dit non, la situation sécuritaire est telle que vraiment, si on organise des élections cette année, tout pourrait... Est-ce que ce n'est pas lui demander de se tirer une balle dans le pied? Non, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas ce qui se passe. D'abord, les élections vont avoir lieu cette année. Dans les pays normaux encore, on aurait le calendrier. Le président a dit en décembre qu'il y aura les élections en 2018. Après, ding ding, En même temps, Conseil non, en constitutionnel. même temps, ceux qui ont observé les dernières élections, je veux dire, on peut relativement savoir. La présidentielle, notamment, c'est entre septembre, on n'est pas... septembre et octobre. Non, on n'est Entre pas... le 14 Non, septembre non, et on le n'est 14 pas octobre. on n'est pas dans... C'est un exemple. Non, Municipal, législatif, c'est non, autour non, de non, juin, non, juillet. non, 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 on n'est pas dans un truc où chacun va, peut soupçonner. Si on est dans un État avec des institutions qu'on a mises en place pour réguler chaque calendrier de notre vie, c'est ça qui fait aussi, n'est-ce pas, la pertinence, l'élégance et même la clarté d'un État. On ne peut pas supposer que, bon, mais voilà, les gens, ce n'est pas les observateurs qui doivent faire le calendrier électoral. Et je pense que le chef de l'État, je pense, je peux me tromper, mais je pense que lui-même, comme il n'arrive pas à donner le calendrier, c'est peut-être parce qu'il voit bien la difficulté qui est que, mais au fait, comment on va voter à l'extrême nord là, si ça continue comme ça? Comment on va voter au nord-ouest et sud-ouest avec 30 000 déplacés qui se sont probablement inscrits? Voilà, c'est quand même... Donc après alors cette élection-là, comment vous allez donc dire que bon, ça a été une élection claire alors que de facto, il y a eu des exclus, ce n'est pas de votre faute, c'est la situation conjoncturelle, mais qu'on devrait peut-être assainir avant de faire des élections. Ça, c'est une question de vision politique et de volonté politique. Ce n'est pas la première fois non plus que le président rallonge le mandat que ce soit au niveau du conseiller municipal, même du Parlement. Vous le savez très bien. Donc, et là, il n'y avait pas... Il n'y avait même pas de crise profonde comme on en a là. Les élections sont impossibles dans ce contexte. Elles auront lieu parce que je pense que le gouvernement actuel ne recule derrière. C'est un autisme assez arrogant qui n'écoute plus. Elles auront lieu, mais elles n'auront aucun impact. Et c'est à partir de là qu'on va s'engouffrer dans les vrais problèmes. Parce que il y a au moins deux régions ou 3 régions qui ne vont pas voter. Nous avons, voilà les élections sénatoriales, où ce n'était que les conseillers municipaux qui devaient voter. Et là, les statistiques montrent qu'il y a au moins 100 qui n'ont pas voté. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je vois peut-être 80, quelque chose de ce genre. Alors, si des gens au sénatorial... Pour diverses raisons, qu'ils ne sont pas systématiquement liés non plus à la crise anglophone. Parce qu'un conseiller municipal qui ne vote pas à Douala ne va pas dire que c'est pour des raisons sécuritaires non plus. Oui, non, mais le problème, ce n'est pas pour les raisons sécuritaires. C'est peut-être aussi le problème, c'est qu'il se dit, mais moi, je vais voter là alors que la situation est telle. C'est aussi ça. Il ne faut pas banaliser cet acte-là d'un conseiller à Douala qui ne vote pas. Il peut se dire, mais je vais voter alors que la situation... Qu'est-ce que je démontre là aux populations qui m'ont donné un mandat? Parce que le conseiller municipal, c'est les populations qui lui ont donné un mandat. Et donc, si les populations se donnent un mandat et que tu vois les populations pleurer, bah, tu peux te dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire là? Donc ça, Douala ou Yaoundé et autres, ça doit interpeller tout le monde pour dire que bah, là, c'est quand même profond. Et à plus forte raison, maintenant, les élections où c'est nous qui devions aller voter. En passant, le président a quand même procédé à un remaniement ministériel. Oui. C'était le 2 mars 2018. Évidemment, l'intention, c'est certainement d'atténuer les feux de tension.
vous pensez que dans cette logique-là, ce gouvernement répond à ce critère tout au moins? Je ne parle pas des autres problèmes auxquels la société fait face, problèmes d'eau, d'électricité et autres. Moi, je ne commande pas les gouvernements parce que je ne suis pas parmi les personnes qui nomment le gouvernement. Ce que je constate, c'est que j'ai vu aussi les commentaires au soir de ce remaniement-là. Encore qu'il y a quelque chose qui me gêne. Je croyais que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui fait la proposition, n'est-ce pas? Proposition du Premier ministre. Mais le problème, c'est que permettez-moi, M. Dipita, les commentaires que j'ai vus, c'est que le président a fait le remaniement. Le rôle du Premier ministre, là, c'est quoi? Il a fait des propositions. Bah, mais je n'ai pas entendu un seul. Le Premier ministre propose. Je n'ai pas entendu un seul organe de presse dire, sur proposition du chef du gouvernement, le président a nommé. J'ai entendu dans tous les organes de presse, le président a, y compris les organes de presse, n'est-ce pas, nationaux, c'est-à-dire que du pro-gouvernementaux, qui savent comment les nuances de ce genre même d'informations. C'est important, ce genre de nuances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut nous dire que le Premier ministre n'est que là pour porter Mais sur proposition du Premier ministre, moi je ne suis pas journaliste. C'est ainsi que le communiqué officiel est formulé. Non, mais ce n'est pas comme ça que nous... Maintenant, le rendu... Bah oui, le rendu, tout le monde ne lit pas le communiqué officiel parce que mon vieux père qui est dans mon village a sa radio tout le temps. Hein? Et donc, il dit, le président a fait le remaniement. Donc, il faut que les gens, aussi, les intellectuels là, et les journalistes doivent faire attention à ce que des questions qui peuvent même encore envenimer la situation soient quand même traitées de façon assez professionnelle. Ça, c'était juste... maintenant, là, le commentaire que j'ai aussi suivi, c'était que en nommant le ministre parce que c'est de lui qu'on a beaucoup parlé, de l'administration territoriale, on va voir ce qu'on va voir. Sauf que j'ai observé depuis qu'il est là que la violence a plutôt augmenté au nord-ouest et au sud-ouest. Non, on peut peut-être se déplacer. D'ailleurs, c'est une des questions que je voulais poser. Au début, quand même, c'était assez fort dans le nord-ouest. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a pris un sous-préfet qui n'est pas encore revenu, un délégué. Maintenant, depuis quelques semaines, quand même, dans le nord-ouest, ça s'est relativement calmé. Et avec quoi? s'est déporté dans le sud-ouest avec les enlèvements, les assassinats. Mais on n'a pas nommé le ministre de l'administration pour le nord-ouest. On a nommé le ministre de l'administration territoriale, le ministre du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on a déporté du nord-ouest, sud-ouest que... Et vous voyez ça aussi, c'est la façon dont nous avons tribalisé, n'est-ce pas, même notre fonction. Même, mais comment est-ce que même pas le tribalisme mais étriqué. Comment est-ce que vous justifiez? C'est comme ça que c'est en cela que vous justifiez un peu cette délocalisation. Vous voyez très bien que je n'étais pas là-dedans. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai vu plutôt que les tensions ont augmenté dans les régions. Donc, je n'étais pas en train avec une tribalisation étriquée. C'est-à-dire que quand on est même dans... Alors, après, on va même voir là où il est né. Est-ce que c'est là que... Non. On voit très bien que la situation s'envenime. Même si on peut dire que quand on enlève, on récupère. Bon, maintenant, comment on récupère, on verra bien. Donc, je pense que c'est sur lui qu'on a beaucoup focalisé. Pour le reste, je pense que vraiment, c'est un non-événement. Hein. Comment on appelle ça? Le remaniement ministériel du président depuis au moins 10 ans, pour moi, c'est un non-événement parce qu'il fait tourner les mêmes... On est dans le statu quo. Il prend quelqu'un qui était chef de service de renseignement ici, tu nommes ici, tu prends un directeur là-bas, tu mets ici. En disant chef de service de renseignement, vous n'avez pas fait un choix anodin, je présume. Non. Non. Donc, comment... Mais est-ce qu'il ne voit pas les jeunes Camerounais? Est-ce qu'il ne vous voit pas? Il ne voit pas que tout ce monde-là est usé. L'usure, ils ne peuvent plus rien apporter. Rien, alors rien. Sauf les éloges que le président est beau, il est chaud,
Il est omnipotent. Ils ne peuvent plus rien apporter. Maximilien Ils ont Gombe. fait pendant 20 ans les mêmes choses. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter quand ils avaient 30 ans, 40 ans. Ils ne peuvent plus. Donc ça, c'est un non-événement qu'ils continuent à l'accompagner. Même si à sa décharge, en attendant peut-être les fruits ou les résultats, on peut reconnaître que le ministre Tangandji est sur le terrain. Il a fait le nord-ouest, le sud-ouest, même si on attend véritablement les résultats de ces consultations. Ah non, moi je ne sais pas ce que vous appelez sur le terrain. Il n'est pas allé à... Je ne l'ai pas vu... il était dans le nord-ouest. Je ne l'ai pas vu dans le littoral. Hein. Non, il est annoncé. Non, le littoral, ce n'est pas seulement Douala. Je ne l'ai pas vu à Sanaga Maritime. Je ne l'ai pas vu à Ndom. Je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je dis et je continue à dire que le ministre de l'administration territoriale n'est pas un ministre du nord-ouest, du sud-ouest. Voilà. Je veux dire, ça peut être logique. Je veux dire, pour l'instant, c'est les foyers de tension les plus urgents. Donc, alors, son déplacement, là, c'est pour aller faire quoi? Il a consulté. Dans tous les cas, on attend de voir les fruits. Il a consulté là. Il nous a fait le point de la consultation. On verra bien peut-être à l'issue de... Donc, un ministre descend sur le terrain, fait les consultations, rentre, et puis on dit, on verra bien les fruits. Mais, où est le rapport? Monsieur Dipita, le B.A.B.A. d'un fonctionnaire ou bien de nous qui travaillons, parce que moi j'ai un conseil d'administration, quand je vais en mission, je me dois de faire un rapport. Je fais d'abord un rapport circonstancié pour le conseil d'administration. Et puis je fais maintenant pour les membres. Les membres de l'Assemblée générale. Donc lui, il doit faire... Certainement son patron. Il y a 3 étapes. Il doit faire un rapport circonstancié à son patron pour dire voilà les pistes. Il doit nous faire un rapport. Parce que c'est nous qui attendons de lui la sécurité de notre territoire. C'est son patron qui doit rendre compte, non? Non. Pourquoi? Ça veut dire quoi? On te donne, on vous nomme, on vous donne tous les... parole du gouvernement. Non, on vous donne tous les moyens, vous descendez sur le terrain, c'est l'autre qui parle à votre place. Mais on est où là? Maximilien Gombe. Bah oui. Ben vraiment merci. Je vous remercie. Merci. On ressort peut-être en riant parce qu'il faut néanmoins garder cette note positive dans l'espoir que les problèmes vont être résolus dans les différents foyers de tension au Cameroun. On a beaucoup pleuré pour l'extrême nord. On peut se satisfaire que progressivement la tension descend. On croise les doigts pour le nord-ouest et le sud-ouest. On est convaincu que ça devrait aller. On espère que le gouvernement mettra davantage de batteries. Merci encore pour cette expertise. Ça nous permet d'avoir une cartographie des faits réels. Peut-être un son dissonant de ce qui est dit jusqu'à présent, mais au moins on a un aperçu. Et je vous êtes disponible. On aura certainement encore besoin de vous. Merci. Et on vous appellera. Au plaisir. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, et bonne soirée. À jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.